Joliba Afternoon News. Au Mali, point de presse de l'ASMA CFP concernant l'affaire impliquant Soumeylou Boubèye Maïga. Des précisions assurent sur cette conférence de presse. Tenue de la troisième session du comité de pilotage de PDREAS, c'était hier au ministère de l'économie. À l'international, les États-Unis, le maire de New York décrète l'état d'urgence. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Le mouvement national des jeunes et celui des femmes de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA, CFP, a animé un point de presse hier dans le but d'informer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de l'affaire qui est à l'origine du placement sous mandat de dépôt de l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Écoutons leur porte-parole au micro de Moussa Tebili. Que le président, son état de santé à la date d'aujourd'hui est très fragile et les conditions de détention infrahumaines quand même dit à son rang parce qu'il est à la maison centrale d'arrêt de Bamako où s'accroupit plus de 3500 détenus dont plus de 200 terroristes. Et le président passe la nuit avec plus de 93 détenus. Nous nous inquiétons de ses conditions de détention. Si jamais, et c'est pour appeler l'opinion nationale et internationale pour dire que le dossier n'a rien de juridique, c'est un dossier politique et nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin. Et si jamais par malheur quelque chose arrivait à notre président, nous tenons pour responsables les autorités de la transition et en premier lieu le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Parce que nous avons beaucoup d'informations par rapport au dossier. Le dossier n'est pas que juridique. Si c'était juridique, nous allons nous taire. Mais nous avons constaté que le dossier a pris des tournures politiques et c'est une question politique. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président est l'un des présidents des chefs de partis politiques qui a dit très clairement et de façon solennelle qu'il n'en est pas question de proroger la durée de la transition. Et par rapport à l'organe unique également de gestion des élections, il a été très clair. Et par rapport aux assises nationales également, il a été très clair. Donc, c'est des décisions politiques. Ils savent très bien que c'est un prétendant sérieux aux élections présidentielles de 2022, d'où tout cet acharnement contre sa personne. L'arrestation de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et de l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances, Boiré Fili Sissoko, crée de la discorde au sein de la magistrature. L'AMPP et le REFSIMA se disent inquiets de voir l'institution judiciaire donner l'allure d'un organe instrumentalisé. Suivant le récit d'Aminata Chektal et Abdoulaye Konimba Konaté. Entre les magistrats, la divergence règne de plus en plus sur l'arrestation des personnalités arrêtées dans l'affaire dite l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Après la mise aux arrêts de l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances, Mme Boiré Fili Sissoko, l'Association malienne des procureurs et poursuivants AMPP et la référence syndicale des magistrats, REFSIMA, se sont prononcés dans un communiqué en déclarant, je cite, « C'est désolant et inquiétant de voir les premiers responsables de la Cour suprême donner à l'institution judiciaire l'allure d'un organe instrumentalisé pour fausser les règles du jeu de la démocratie. » Fin de citation. Plus loin, l'AMPP et la REFSIMA regrettent, je cite, une autosaisine de la Cour suprême sans base légale d'affaires relevant de par la Constitution et la loi en vigueur de la connaissance exclusive de la Haute Cour de justice. Fin de citation. Cependant, le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre de la magistrature SILIMA ne sont pas du même avis que le procureur et les poursuivants. Pour preuve, le SAM et le SILIMA ont signé un communiqué conjoint selon lequel ils déclarent, je cite, « certaines réactions et commentaires particulièrement sévères contre la Cour suprême depuis l'inculpation régulière suivie de l'incarcération justifiée de 2 anciens membres du gouvernement. » Abordant dans le même sens, les 2 syndicats condamnent fermement, je cite, « ces attaques multiformes et gratuites contre l'institution judiciaire pour dénoncer une justice instrumentalisée. » Fin de citation. Par ailleurs, dans le même document, les syndicalistes s'attaquent à un avocat de l'un des accusés en ces termes, je cite,
plus causé qu'un magistrat avocat général au parquet général de la plus haute juridiction se donne maladroitement et publiquement en spectacle, alors que même le peuple meurtri en a plus qu'assez de l'impunité de ses artisans dans un pays mis à genoux par une élite en manque total de repères moraux. Fin de citation. En outre, les débats entre les juristes sur cette affaire continuent d'alimenter les discussions. En attendant, l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Boari Fili Sissoko, sont en détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako et à la prison centrale de Bolé avant leur jugement. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité au Mali, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a récemment publié un communiqué pour dénoncer son point de vue concernant les mesures de détention provisoire de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et l'ex-ministre de l'économie et des finances, Mme Boari Fili Sissoko. Les détails de ce communiqué avec Aminata Traoré. L'ancien premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga et Mme Boari Fili Sissoko, ancienne ministre de l'économie et des finances, ont été placés sous mandat de dépôt jeudi par la chambre d'accusation de la Cour suprême. Ces anciens ministres, sous le régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, sont soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire dite l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Sur le sujet, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, à travers un communiqué, salue la dynamique enclenchée, mais avertit, je cite, « La poursuite de cette dynamique doit se faire dans le strict respect des droits fondamentaux, notamment la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, les droits à un procès équitable rendu par une justice indépendante, impartiale, dans un délai raisonnable. » Fin de citation. Pour la CNDH, la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée. Ce communiqué indique que la CNDH suit avec intérêt l'évolution récente de certains dossiers judiciaires s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre l'impunité au Mali. Je l'évoquais tout de suite dans les titres, la troisième session du comité de pilotage du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PDREAS s'est tenue ce mercredi au ministère de l'économie. Une session qui permettra au projet d'intégrer dans son budget annuel un financement acquis récemment par le gouvernement. Aruna Salia Kone pour le compte-rendu. Les PDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services, est une initiative d'appui pour la décentralisation budgétaire, mise en place en 2019 par le gouvernement du Mali, avec l'accompagnement des partenaires. Ce projet de 5 ans est déjà à sa deuxième année d'exécution. Elle est financée à hauteur de 94 millions de dollars, soit plus de 52 milliards de francs CFA. Un réel coup de pouce pour 102 collectivités territoriales. Le projet, dans sa première année, a eu un taux d'exécution de plus de 50,34%, soit près de 4 milliards 200 millions de francs CFA. Et il faut retenir aussi que le PDREAS est un projet de transfert financier à l'endroit de 102 collectivités territoriales du pays. Et il s'agit, comme objectif de développement, de renforcer les ressources financières mises à la disposition des collectivités territoriales afin qu'elles puissent améliorer les services sociaux de base, et notamment l'éducation et la santé. Cette troisième session de pilotage du projet permettra d'intégrer un financement supplémentaire acquis par le gouvernement auprès d'un bailleur. Le gouvernement a signé un accord de financement additionnel avec la coopération suisse et la coopération des Pays-Bas. Donc il fallait ajouter ces financements-là. Ce financement s'élève à 31,7 millions de dollars. Il fallait l'ajouter au budget annuel 2021. Donc c'est ce qui est proposé à l'adoption des membres du comité de pilotage tout à l'heure. Le ministère de l'économie promet de nouveaux décaissements aux collectivités territoriales dans les prochains jours. L'évaluation des performances des communes permettra de décaisser durant le prochain semestre un montant de 2,705 milliards de francs CFA au bénéfice des communes qualifiées et la vérification des IZDS va déclencher les transferts de 3,551 milliards de francs CFA en appui budgétaire à l'État malien. Les 102 communes bénéficiaires du projet constituent 45% de la population malienne. Ce projet contribuera à l'amélioration des efforts des collectivités territoriales dans les domaines de la santé et de l'éducation.
Le sénateur français Jean-Yves Lecomte a effectué ce mercredi 1er septembre une visite de courtoisie dans le cadre du partenariat entre l'Institut africain de technologie et de management, l'Université Paris 13 et l'ECO de France. Écoutons sa réaction au micro de Moussa Tembine. D'abord, je suis sénateur des Français de l'étranger. Donc, représentant les Français de l'étranger, il est logique, dès que j'en ai l'opportunité, de me déplacer pour rencontrer la communauté française et puis percevoir la situation. La situation au Mali emporte pour la communauté un certain nombre de questions sur les questions de difficultés sur les questions sociales, éventuellement des questions administratives, des questions d'école, des questions de sécurité. Et c'est important quand on le peut de se déplacer sur place pour pouvoir échanger directement avec les gens et ne pas traiter les choses que de Paris ou par visioconférence. Donc l'objectif de ces 3 jours à Bamako, c'est de se rendre compte, de faire un point sur la relation bilatérale et en même temps sur la situation de la communauté française et les choses qui doivent être corrigées en termes de moyens ou de politiques publiques que la France engage pour les Français qui vivent hors de France. Dans le cadre de nos échanges dans l'enseignement supérieur, de ne pas tout miser sur des départs d'étudiants en France juste après le bac et que des initiatives et des institutions comme l'ITMA qui permettent à des étudiants de ne pas couper les ponts et de ne pas faire une grande rupture après le bac alors que parfois ils ne sont pas tout à fait prêts à ça, c'est utile. Ça permet à des étudiants d'aller en France un peu plus tard lorsqu'ils se sont un peu solidifiés sur le plan des connaissances et des méthodes. Toujours en marge de cette visite du sénateur français Jean-Yves Lecomte dans notre pays, il a profité au micro de notre reporter Moussa Tembine pour donner son point de vue sur la situation sociopolitique du Mali. Écoutons-le. Ce qui est évident, c'est qu'il est absolument indispensable pour les Maliens de trouver une solution où des règles du jeu claires et précises sont accordées, sont discutées entre l'ensemble des acteurs politiques pour pouvoir aller de l'avant et faire face aux enjeux sociaux et sécuritaires du pays et économiques du pays. Voilà, la situation est tendue dans toute la sous-région pour des raisons sécuritaires, pour des raisons politiques. Et il est indispensable que la solution vienne des Maliens. Le blocus de la route nationale numéro 15, principal axe qui traverse le pays d'Ogon, a fait l'objet d'une rencontre tenue dimanche dans la ville de Badiangara. La sécurisation des populations de la zone, l'avenir des accords de paix locaux et la place des groupes d'autodéfense étaient également au menu de la rencontre. Aminata Chektal. Régulièrement attaquée par les groupes djihadistes, la route nationale 15, principal axe qui traverse le pays d'Ogon, a fait l'objet d'un blocus par les chasseurs de Dana Ambassagu pendant plusieurs jours. En bloquant pendant plusieurs jours cet axe routier, Dana Ambassagu entendait dénoncer les accords intercommunautaires signés dans plusieurs cercles du centre du Mali, notamment à Koro et à Bankas. Ce qui a amené même la rencontre, il y avait un blocus de la RN15 Bankas et Koro. La voie était barrée par Dana Ambassagu. Donc cette voie, pour barrer cette voie aussi, ça aussi c'était Dana Ambassagu, c'était pour se faire entendre au plus haut niveau de l'État, par le président de la République, par le Premier ministre. C'est pour se faire entendre, pour faire voir à l'opinion nationale et internationale ce que les habitants des quartiers vivent. Donc, c'était la raison de la rencontre. Les autorités locales des 4 principales zones, à savoir Douanza, Koro, Bankas et Badiangara, les représentants des populations des différentes localités et ceux de Dana Ambassagu, selon le porte-parole, ont eu un échange et sont parvenus à un accord unanime. Des situations, selon eux, remettant en doute l'unicité de l'État ont également été évoquées lors de la rencontre. Les 4 cercles, c'est comme nous opposait, c'est comme nous divisait, c'est comme nous unissait. Et dans ce qui nous séparait, quelle était la solution pour qu'on soit ensemble?
À la suite de tout cela, il en ressort que le mouvement, en accord avec le gouverneur de Badjangara, celui de Mopti et d'autres représentants locaux venant de différentes localités, notamment Son et Djéné, ira à la rencontre des plus hautes autorités de l'État afin de parvenir à un commun accord. Un accord qui permettra au peuple des 4 cercles d'être en sécurité et d'aller vers une réconciliation globale et définitive sans distinction aucune. Ce mercredi, à l'Agence de l'environnement et du développement durable, s'est tenu un atelier qui avait pour objectif de valider le rapport provisoire de l'évaluation environnementale et sociale stratégique du secteur minier. Oumouma Kalou et Bakoroba Niaré pour le compte-rendu. La validation du rapport provisoire de l'évaluation environnementale et stratégique du secteur minier, tel était le but de cette rencontre. Une étude mise en œuvre par le projet de gouvernance du secteur des mines vise à analyser de façon systématique les risques environnementaux et sociaux associés à toutes les initiatives du secteur minier sur le plan national. On est là dans le cadre de la validation du document d'évaluation environnementale et sociale stratégique du secteur minier, élaboré dans le cadre du projet de gouvernance du secteur au Mali. Le projet vise à créer des conditions nécessaires pour la diversité du secteur minier. Le projet, c'est déjà ce qu'il faut dire que c'est le projet de gouvernance du secteur de mines, donc qui va contribuer à faire en sorte que le secteur déjà soit beaucoup plus attractif, créer les conditions pour que le secteur minier soit beaucoup plus diversifié, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de production aurifère notamment. Et cela va forcément entraîner l'ouverture d'autres mines. Donc ça veut dire qu'il y aura d'autres impacts en fait. La mission est également de veiller à l'harmonisation du secteur avec le développement durable et à réparer les dégâts causés par l'exploitation minière. Nous allons sensibiliser d'abord les acteurs concernés par le secteur minier. Comment faire que le secteur minier puisse s'harmoniser avec le développement durable et faire en sorte que les dégâts que l'exploitation minière peut causer à l'environnement puissent aussi être réparés par les moyens, les normes et les standards internationaux qu'il faut. Notons que le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement du Développement durable, à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, a pour mission de veiller à la prise en charge de la dimension environnementale, a précisé le directeur général de l'Agence de l'Environnement et du Développement durable. À présent, l'image du jour consacrée au détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar est situé au sud de l'Espagne, au nord du Maroc, à l'est de l'océan Atlantique et dans l'ouest de la mer Méditerranée. C'est le seul passage maritime entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée dont il constitue la partie la plus occidentale. Il est large de 14 km et profond d'environ 1000 mètres. Le détroit est considéré comme faisant partie des eaux internationales. Il fonctionne donc à la fois comme une porte, un verrou et une interface d'une qualité exceptionnelle. Il constitue donc un enjeu géostratégique majeur aux échelles continentales et mondiales. Son contrôle et la sécurité de la navigation et le flux d'échanges multiformes y expliquent de fortes rivalités géopolitiques symbolisées en particulier par la présence des enclaves de Gibraltar et de Ceuta. Le détroit de Gibraltar est une voie de passage intercontinentale et interocéanique majeure. Tout autour du détroit, 3 États ont pris place, l'Espagne, le Maroc et le Royaume-Uni. Ils sont imbriqués les uns aux autres par un jeu d'enclaves territoriales et dépendent les uns des autres pour la circulation des biens et des personnes à travers le détroit. Cette circulation intégrée dans les grands flux marchands et humains qui dominent la planète fait toute l'attractivité des lieux
et entraîne une organisation maritime et terrestre singulière autour de ce seuil océanique. Dans l'Antiquité, ce détroit était appelé les colonnes d'Hercule, mais il doit son nom de Gibraltar à une déformation du mot arabe Djebel Tariq et qui signifie montagne de Tariq, ce dernier étant le prénom du général musulman Tariq ibn Ziyad qui, en avril 711, franchit le détroit pour conquérir la péninsule ibérique. Suivons l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Des femmes à Abidjan manifestent contre la banalisation du viol à la télévision en se regroupant devant le siège de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI qui a laissé un ex-violeur expliquer comment il abusait de ses victimes, provoquant l'indignation. Lundi, à une heure de grande écoute et en public, l'animateur Yves de Mela a invité dans son émission sur la NCI censée dénoncer le viol un ancien violeur à qui il a demandé d'expliquer comment il s'y prenait pour abuser de ses victimes en s'aidant d'un mannequin. Le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale OMM affirme que nous allons assister à une augmentation des extrêmes climatiques en raison du changement climatique et cette tendance négative du climat se poursuivra de toute façon au cours des prochaines décennies, mais que nous pourrions mettre fin à cette tendance négative vers 2060. Grâce à l'amélioration de nos services d'alerte précoce, nous avons pu réduire le nombre de victimes de ce type d'événements. Mais la mauvaise nouvelle est que les pertes économiques ont augmenté très rapidement et que cette croissance devrait se poursuivre. Nous allons assister à une augmentation des extrêmes climatiques en raison du changement climatique et cette tendance négative du climat se poursuivra de toute façon au cours des prochaines décennies. Si nous parvenons à atténuer les effets du changement climatique, nous pourrions mettre fin à cette tendance négative vers 2060. Très souvent, ces impacts économiques se font sentir après l'événement, ce qui risque de se produire dans le cas de l'ouragan Ida, car nous avons constaté des dommages importants dans le système électrique en Louisiane, et il est même possible que les pertes économiques soient plus importantes qu'avec Katrina. De nombreux pays ont souffert de cette réalité multirisque depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il y a eu des cyclones en Inde, au Bangladesh et dans les îles du Pacifique. Il y a eu des tremblements de terre en Croatie et à chaque fois, nous savons que les autorités chargées de la gestion des risques de catastrophes ont dû relever le défi de faire face à des risques multiples. Mais cela signifie que c'est la réalité dans laquelle nous vivons et rien ne nous permet de dire que même après le Covid, ce monde multirisque dans lequel nous vivons va changer. Lors d'une conférence de presse conjointe à Doha, la ministre néerlandaise des Affaires étrangères annonce que la mission diplomatique des Pays-Bas à Kaboul sera transférée au Qatar, tandis que le chef de la diplomatie qatari, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, affirme l'engagement de son pays à maintenir les canaux de communication ouverts avec les talibans, soulignant l'importance d'assurer un passage sûr des personnes souhaitant quitter l'Afghanistan. J'ai demandé à son Excellence de bien vouloir accepter la relocalisation à Doha de notre ambassade afin que les Pays-Bas restent efficaces dans leur gestion de la crise afghane. Nous avons étudié avec le Qatar les moyens de garantir le départ en toute sécurité et en bon ordre. Dans notre cas, des ressortissants néerlandais, des personnes qui se trouvent sur place, mais aussi des ressortissants afghans à qui nous aimerions offrir une base d'attache aux Pays-Bas ou dans d'autres pays d'Europe. Nous poursuivons notre dialogue avec les talibans sur une base permanente, à condition qu'il y ait une rationalisation de leur politique et de leur discours à l'égard des femmes, et que celles-ci soient traitées conformément aux droits qui leur sont confiés. La normalisation des relations diplomatiques il y a un an entre Israël et les Émirats arabes unis a ouvert la voie à des accords au potentiel énorme, estime le chef de la mission israélienne à Dubaï, qui espère à terme le transit par son pays du pétrole émirati. Je suis prudent, je pense que nous pourrions doubler le volume des échanges en un an, si le Covid disparaît, car le potentiel est absolument énorme pour les deux parties. Le ministère de l'Environnement a gelé le projet. Ils ont donc lancé un projet pour que des professionnels examinent l'oléoduc et vérifient
ce qui est nécessaire pour le rendre infaillible. Et j'espère qu'il pourra enfin être réouvert, car c'est une bonne affaire pour les Émirats et l'État Israël. Nous n'avons pas d'accord pour la reconnaître, mais c'est l'un des défis que j'aime bien, parce qu'elle est née ici à Dubaï, dans un hôpital de Dubaï, soignée par un médecin musulman. C'est la paix réelle qui se produit, pas seulement la signature d'accords. This is the real, peace happening. Un mot de santé dans cette édition. Bonne nouvelle, une nouvelle approche de la protection des jeunes enfants africains contre le paludisme pourrait réduire de 70% le décès et les maladies dues au paludisme selon une étude. Les détails avec Fanta Diarra. Être en bonne santé est une richesse, mais il ne suffit pas de l'avoir, il faut la conserver. Sur le sujet, un essai clinique paru dans un journal anglais avait pour objectif d'administrer aux jeunes enfants un vaccin déjà utilisé selon les chercheurs. Le fait de leur administrer des vaccins avant la pire saison, en plus des médicaments préventifs, a donné des résultats frappants. L'essai a suivi 6000 enfants dont l'âge varie de 17 ans et moins, au Burkina Faso et au Mali. Parmi les enfants qui ont reçu les doses de vaccins et des médicaments, on compte 624 cas de paludisme, 11 enfants traités à l'hôpital pour un paludisme grave. Parmi le même nombre d'enfants qui ont reçu uniquement des médicaments préventifs, le vaccin appelé RTSS est créé par GlaxoSmithKline il y a plus de 20 ans, tue les parasites qui se multiplient très rapidement dans le foie, alors que les médicaments antipaludiques ciblent les parasites dans le globule rouge de l'organisme. Le professeur Brian Greenwood, membre de l'équipe de recherche, affirme que, je cite, « Nous nous félicitons de cette utilisation innovante d'un vaccin contre le paludisme pour prévenir la maladie et la mort dans les zones hautement saisonnières en Afrique. » Fin de citation. Les chercheurs du Mali disent attendre avec impatience une décision politique rapide de l'OMS pour cette nouvelle approche. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.